Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le préfet était hier en visite dans le pays de Bitche. On va largement y revenir dans cette émission. Voici les titres. La vaccination se poursuit dans l'arrondissement. Les hôpitaux de Sarreguemines ont administré près de 17 000 doses de vaccins contre la Covid-19 à ce jour. 10 000 en première injection et 7 000 pour la deuxième dose. Le centre de vaccination de Bitche administre chaque jour entre 100 et 200 doses. Le préfet de la Moselle s'est rendu à la brigade de gendarmerie de Bitche ce mercredi matin. Il a fait le point sur le projet de construction d'une nouvelle gendarmerie qui est en attente depuis quelques années. Elle verra le jour le plus rapidement possible sur le site du 4e régiment des cuirassiers et doit regrouper les brigades de Bitche, Lemberg et Volminster. Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, est allé à Meisenthal pour constater l'avancement des travaux de réhabilitation du site verrier. Le chantier devrait s'achever en juin prochain et la réouverture du site se fera progressivement. Si la situation sanitaire le permet, le public pourra découvrir les lieux à partir du mois de juillet. Depuis la mise en place du Ségur de la santé, le personnel de santé non médicale a été augmenté de 183 € par mois. Dans les EHPAD, les avis sont mitigés et cette augmentation n'est pas suffisante pour le personnel. Les fonctionnaires et les agents contractuels sont concernés, mais les agents en contrat de droit privé n'y ont pas droit. L'EHPAD de Sirstal est impacté par un retard de paiement des sommes dues par le Ségur de la santé. Une partie a été versée pour l'instant et même si l'ARS en remboursera l'intégralité, l'établissement avance le reste de la somme. Il est donc difficile pour la structure de prévoir des travaux ou de réaliser divers projets. Hier matin, le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, était de passage dans le pays de Bitche. Il a démarré sa visite à l'hôpital Saint-Joseph et plus précisément au centre de vaccination. Reportage de Maureen Grandcola et David Aurès. La campagne de vaccination avance. Sur l'ensemble de la Moselle, plus de 250 000 doses ont d'ores et déjà été administrées à plus de 180 000 personnes. Depuis le début de la campagne de vaccination, les hôpitaux de Sarreguemines ont administré près de 17 000 doses de vaccins, 10 000 en première injection et 7 000 pour la deuxième dose. Chaque jour, entre 100 et 200 doses sont administrées ici au centre de vaccination de Bitche. Hier matin, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, s'est rendu sur place pour suivre l'avancée de cette campagne de vaccination. Alors pour l'instant, nous faisons avec les doses que nous recevons, qui sont d'environ 25 000 par semaine pour toute la Moselle. Et donc il y en a 600 ici pour l'hôpital de Bitche, qui est un des 20 centres de vaccination du département. J'ai tenu à ce que la vaccination ne soit pas que dans les grandes villes, mais qu'on puisse, dans tous les lieux du département, avoir un centre de vaccination assez proche de chez soi. Et donc ici à Bitche, avec une équipe médicale motivés, volontaires. Malgré cette campagne de vaccination qui avance, certaines personnes âgées isolées ne sont toujours pas vaccinées. Pour y remédier, certains élus ont sollicité le préfet de la Moselle pour faire venir le Vaxicar, un bus de vaccination qui a pour but de rapprocher le vaccin des populations isolées sur les routes du Bitcherland, comme c'était le cas au pays de l'Albé-des-Lacs le mois dernier. Ce bus, il tourne dans des villages, mais il faut quand même une organisation sur place. Le bus, vous voyez, il fait froid ce matin, et donc les personnes qui attendent pour être vaccinées, il faut un lieu où elles puissent être accueillies. Donc c'est une organisation qui est quand même assez lourde à mettre en place pour des petites communes, mais ça permet dans certains villages que ça soit la vaccination qui aille vers les personnes au lieu de les obliger à se déplacer. Alors on ne peut pas faire ça partout, mais ça, il a tourné du côté de Sarrebourg et il viendra aussi par ici. En attendant ce Vaxicar, les hôpitaux de Sarreguemines continuent leur campagne de vaccination. 7 000 personnes se sont déjà vues administrer leur deuxième injection de vaccin Pfizer-BioNTech. Et en attendant l'éventuel passage du Vaxicar, 2 centres de vaccination temporaires seront ouverts ce week-end dans le pays de Bitche. Montbronn et Rohrbach-les-Bitches sont les 2 sites retenus. Ils accueilleront 400 personnes chacun pour une première injection de Moderna ce samedi 10 et ce dimanche 11 avril. L'opération sera réitérée dans 4 semaines pour la seconde injection. Les inscriptions sont ouvertes sur Doctolib. Après l'hôpital Saint-Joseph, le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, s'est rendu à la gendarmerie de Bitche. Le projet de la nouvelle gendarmerie a été évoqué. Reportage de Maureen Grandcola, David Aurès et Guillaume Dumonteil. Bonjour, monsieur le préfet.
Le projet est dans les cartons depuis quelques années maintenant. La nouvelle gendarmerie de Bitche, regroupant les brigades de Bitche, Volmaster et Lemberg, verra bien le jour sur le site du 4e cuirassier. Mais quand ? Personne ne connaît encore cette information. Hier matin, le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a rendu visite à la brigade de Bitche pour faire le point sur ce projet enlisé. Il est apparu que le dossier pouvait être un peu plus cher qu'on l'avait imaginé au départ et du coup, les discussions sont un peu compliquées pour savoir qui va payer ce supplément. Malgré tout, une nouvelle gendarmerie sortira donc de terre le plus rapidement possible. C'est une volonté du préfet. Elle sera accompagnée de logements de fonction pour les gendarmes et leurs familles. Le coût prévu pour ces travaux, 4 400 000 €. Troisième étape de la visite, après l'hôpital et la gendarmerie de Bitche, le préfet de la Moselle s'est rendu à Meisenthal pour constater l'avancement des travaux de réhabilitation du site verrier. Des travaux qui ont bien avancé malgré toutes les mesures de restriction sanitaire. Morane Grandcola et David Orès y étaient pour nous. Regardez. Plus de 30 mois se sont écoulés depuis la pose de la première pierre. Laurent Touvet, préfet de la Moselle, est venu constater l'avancement des travaux de réhabilitation du site verrier de Meisenthal. Une deuxième visite pour le haut fonctionnaire de l'État qui a découvert les lieux en septembre dernier, peu de temps après sa prise de fonction. Sur les 14 millions d'euros que représente le projet, l'État en a versé plus de 3. C'est un beau symbole de renouveau d'une activité industrielle. On ne construit jamais à partir de rien. On s'inspire toujours des techniques anciennes, du savoir-faire, de l'imagination de ceux qui nous ont précédés. La visite s'est déroulée en plusieurs étapes. Découverte du jardin pour la liberté, du centre d'hébergement pour artistes, étudiants et jeunes travailleurs, et enfin du futur accueil des visiteurs, où se trouveront la billetterie et la boutique du site. La pièce associe une architecture contemporaine à celle de l'époque, en conservant les ruines d'un ancien atelier. Tourisme, attractivité, identité du territoire, Meisenthal est une vitrine du pays de Bitche. C'est un site aujourd'hui qui est la démonstration que tant qu'il y a de la conviction, tant qu'il y a de l'engagement, tant qu'il y a des vraies valeurs, il y a la capacité d'avoir un avenir en milieu rural. Et je crois que c'est tout l'engagement aujourd'hui qui est poursuivi par la communauté de communes, d'avoir cette capacité d'action, cette capacité de décision, et puis d'être acteur de notre avenir. Parce que si nous ne décidons pas ce que nous souhaitons, d'autres le décideront à leur place. La cheminée extérieure, symbole de l'industrie verrière, a été conservée en l'état. Comme elle penche, elle sera consolidée avec des coques en acier. Malgré la fermeture du site au public, la production et l'activité des verriers n'a jamais cessé. Nous avons demandé à David Suc quel sera le coût de fonctionnement du nouveau site verrier. Qui peut imaginer aujourd'hui que le site verrier de Meisenthal ne soit pas une pépite et une richesse ? Aujourd'hui, la question du coût de fonctionnement ne se pose pas. La question de l'avenir du pays de Bitche se pose, la question des emplois se pose, la question de la destination touristique, la question du marketing territorial. Et ce site concourt aujourd'hui à l'émergence, au rayonnement, à l'attractivité du pays de Bitche. Nous n'aurons jamais d'Europol, nous n'aurons jamais une politique économique comme ailleurs. Et surtout, nous n'en voulons pas. Jusqu'à aujourd'hui, le calendrier des travaux est respecté. 35 mois d'un chantier qui s'achèvera au mois de juin, la réouverture est très attendue. Le tourisme local a un grand avenir et c'est heureux qu'il y ait beaucoup d'acteurs engagés qui se préparent d'ores et déjà à offrir au public de très beaux sites et de très belles activités pour les mois qui viennent. Si la situation sanitaire le permet, la réouverture du site verrier se fera progressivement. Une première étape en juillet où le public pourra découvrir le nouveau visage de Meisenthal, une autre en décembre avec le café de la Halle et la boule de Noël. L'ouverture complète du site est envisagée pour 2022. En attendant ces nouvelles échéances, les réunions de travail se poursuivent. Et vous l'avez constaté sur les images, les boules de Noël sont actuellement stockées dans la future boutique du site verrier. Si vous n'aviez pas pu en faire l'acquisition en décembre dernier ou si vous en voulez plus, sachez que la vente en ligne sera à nouveau accessible très prochainement. Côté vente directe, un arrêté préfectoral interdit en revanche les marchés ponctuels. Si les marchés hebdomadaires de Bitche et de Sarralbe, ainsi que les marchés bi-hebdomadaires de Sarreguemines sont maintenus, le marché paysan que l'association mosellane d'économie montagnarde avait prévu d'organiser ce dimanche 11 avril à Saint-Louis-les-Bitches est, elle, annulé. Hommage maintenant à un grand homme de Sarreguemines, Émile Decker. Il s'est éteint à l'âge de 73 ans. Ancien conservateur des musées de la ville, c'est notamment lui qui était à l'origine du musée des techniques faïencières et du jardin des faïenciers. Souvenir.
À Sarreguemines, nombreux sont ceux qui ont croisé sa route. Véritable puits de savoir, humaniste et passionné par le patrimoine faïencier, Émile Decker a œuvré toute sa vie pour la ville et ses richesses. Et même parfois au-delà de notre territoire, notamment lors de la cession des faïenceries. À Saint-Clément-Lunéville, effectivement, la ville de Sarreguemines a réalisé une souscription pour éventuellement sauver l'une ou l'autre œuvre majeure. Il y avait notamment le boulevard qui est exposé, il y avait la possibilité de participer à cette souscription et Émile a été, je dirais, le messager de Sarreguemines à ce moment-là. C'est en 1978 que sa carrière démarre en tant que stagiaire au musée de la ville. À l'époque, il se tourne vers l'archéologie. Mais finalement, il jette son dévolu sur la faïence. 1 an après son entrée, il est titularisé, devient conservateur et construit la carrière exemplaire qu'on lui connaît. Émile Decker a marqué la ville grâce aux nombreux projets menés avec ses équipes. L'extension du musée en 1981, l'ouverture du musée des techniques faïencières au Moulin de la Blise 17 ans plus tard, mais aussi la création du jardin faïencier en 2009. D'ailleurs, Mosaïque Cristal l'avait interrogé à ce sujet. Voilà, 20 ans plus tard, quel regard vous portez sur ce musée? Alors pour moi maintenant, ce lieu, ce musée et son jardin, c'est vraiment l'une des, j'allais dire un joyau de la ville de Sarreguemines. C'est un petit peu comme un petit bijou dans son écrin de verdure au sein de Sarreguemines, au bord de la Blise. Mais il avait d'autres cordes à son arc. Conférencier de haut vol et auteur de plusieurs ouvrages, tels que Faïence de Sarreguemines, les arts de la table en 1992, Sarreguemines, ville pensée en 2012, ou plus récemment en 2018, les faïenceries de Sarreguemines, 217 ans d'aventure industrielle. Émile répondait présente chaque fois qu'il fallait mettre en avant l'image de notre territoire. Je suis triste de la disparition d'Émile parce que non seulement, je disais tout à l'heure que c'est un collaborateur, mais j'ai vu tout ce qu'il a pu faire pour l'image de Sarreguemines, pour la culture. Il s'est éteint à l'âge de 73 ans, mais laisse derrière lui un travail de mémoire de qualité, une œuvre immense et de très nombreux souvenirs. Toutes nos condoléances à sa famille et amis. Et une pensée particulière pour sa femme et leur fils. On regarde maintenant les prévisions de Météo France pour demain avant de parler de santé sous divers aspects. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, aujourd'hui et demain il va faire beau, alors pourquoi ne pas en profiter et venir se promener ici à l'Arboretum de Roulin. Vous pourrez partir à la découverte de la végétation et profiter du cadre pour vous ressourcer. Et pour ceux qui auraient envie de prolonger la balade, vous pouvez emprunter le chemin du Almansweg qui se trouve juste derrière. Un sentier qui longe la forêt et les champs et qui vous emmène jusqu'au golfe. Demain sera la journée idéale pour en profiter puisque de belles éclaircies sont attendues. Le soleil sera bien présent toute la journée et les températures remontent jusqu'à 15 à 17 degrés au plus chaud. Nous fêterons les Gautier et il fera jour de 6h51 à 20h14. Passez tous encore une belle journée et une très belle fin de semaine. À bientôt! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Un ordinateur, c'est comme une voiture, parfois ça tombe en panne et ça se répare. Portrait d'un de ces garagistes de l'informatique, c'est signé Thomas Drouin.
Actuellement, les gens, ils peuvent vraiment pas se passer du PC, donc tout ce qui est besoin multimédia a vraiment explosé avec le Covid. Donc que ce soit les étudiants avec les cours à distance, que ce soit le travail à distance. Et quand l'ordinateur tombe en panne, il faut se tourner vers un réparateur qui changera la carte ou l'élément défaillant. Éric Pelletier fait partie de ceux-ci, à cela près qu'il s'est spécialisé dans l'électronique. Partant du principe qu'il est tout à fait possible de réparer plutôt que d'acheter du neuf, avec son fer à souder et son microscope, il part à la recherche du problème. Cela nécessite de la patience, de la logique et de la dextérité. Il faut essayer de réfléchir comment ça marche. Donc il faut essayer de comprendre le comment et le pourquoi est-ce que ça marche pas comme ça devrait marcher. Donc il faut un peu travailler à l'envers, quoi. Quand vous avez une panne, il faut toujours se dire de quoi elle vient la panne et souvent qu'est-ce qu'il y a d'autre comme panne que ça a induit. Parce que souvent une panne en engendre d'autres. On fait de la microsoudure au microscope, donc tous les composants de nos jours sur les cartes sont extrêmement petits. Donc on a la plupart du temps des composants de 1 mm, même des fois 0,5 ou 0,3 mm. Donc quand j'en ai un sur la pincette qui tombe, je ne m'amuse même pas à le chercher par terre, hein. Je prends un autre. Les réparations prennent plus de temps, mais coûtent moins cher. Le client en sort donc souvent gagnant, avec parfois même la possibilité d'assouvir sa curiosité en assistant à la réparation. Oui, donc j'ai souvent des gens qui restent avec, même quand ça dure des fois 1 heure ou 2 heures la réparation. Donc ils restent à côté, ils veulent voir ce que je fais. J'ai déjà eu une personne retraitée, elle est restée pendant 4 heures et elle voulait absolument voir ce que je fais. Si l'on garde en tête que la panne la plus facile à réparer est celle qui n'arrive pas, Éric Pelletier revient aussi sur l'importance de l'entretien d'un ordinateur. Ce qui n'est très rarement dit par les vendeurs, quoi. Donc vous allez acheter votre PC dans un supermarché, vous ne saurez pas ce qu'il y a à faire dessus. Vous aurez un manuel, la plupart du temps le manuel il vous dit comment fonctionne le PC, mais pas l'entretien qu'il y a à faire avec. C'est pas comme une voiture où vous avez un carnet d'entretien, là vous avez votre PC et c'est un peu débrouillez-vous tout seul, quoi. Voilà. Donc faire le nettoyage, échanger les pâtes thermiques, c'est un peu comme faire la vidange. Donc ça permet au final de faire de plus de kilomètres avec le même moteur, quoi. Et si malgré tout votre ordinateur vous fait le coup de la panne, vous savez désormais qu'il est toujours possible d'avoir une réparation à la carte. Voilà, et après on emprisonne et puis on va refaire la soudure comme on a fait la soudure. Il n'y a pas eu que le télétravail comme changement de mode de vie. Le Covid a bouleversé nos vies. Désormais, nous devons tous nous promener avec un masque sur le visage sous peine de recevoir une amende en cas de contrôle. Et cela n'est pas le seul changement que cette crise sanitaire a engendré. Il y a eu d'autres évolutions négatives mais aussi positives, comme nous le montre ce micro-trottoir réalisé par Lucas Planavergne et Guillaume Dumonteil. J'ai repris des activités que j'aimais faire, dont j'avais pas le temps de faire à cause du boulot. Prendre du temps pour moi, à lire, à apprendre le piano. Enfin voilà quoi, je sais pas, j'ai essayé de, comme tu dis, réorganiser mon quotidien, faire des trucs que j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'avais pas pris le temps de faire. J'en ai profité pour écrire, pour lire plus, pour ranger les photos et puis faire du nettoyage plus profondément. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans le monde associatif, donc là, effectivement, j'ai pris un peu de recul et puis maintenant, je consacre beaucoup plus à la famille, si vous voulez. Pas pourvu que ça continue quand même, vivement qu'on puisse revivre normalement, qu'on puisse respirer, qu'on puisse bouger. Je sors moins, je reste beaucoup à la maison, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc pas trop positif, non. Les grands voyages, les voyages organisés à l'étranger qui ont été annulés, et qui ont été reportés et on ne sait pas s'ils auront lieu cette année ou pas, puisque c'est dans le mois prochain. On ne peut pas partir en vacances, même en Allemagne, il faut faire le test Covid. Avant, on allait tous en Allemagne, on ne peut plus aller. Il y a, on va dire, plus de négatifs que de positifs et nettement dans le boulot, il y en a beaucoup moins déjà. Je travaille beaucoup moins, mais bon, on s'y fait, on s'adapte, quoi. Il faudrait un sorte d'équilibre. Je pense qu'on pourrait travailler 3 jours par semaine et 4 jours où on peut se faire tous plaisir, tous ensemble. Ça serait bien, ce serait une bonne société, ça. On ressent qu'il y a eu un manque, que pendant des mois on n'était pas en cours et que on laisse aller. Donc c'est assez compliqué. C'est positif quand même. Les établissements scolaires sont à nouveau fermés depuis le début de la semaine, mais dans l'arrondissement comme partout en France, les écoles accueillent les enfants de parents dits prioritaires. Un dispositif qui leur enlève une épine du pied. Thibaut Desmerlet est allé ce matin à l'école de Neunkirch à Sarreguemines. Écoutez le témoignage de l'un des parents concernés par cet accueil. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cet accueil qui a été mis en place à l'école de Neunkirch ?
Mais c'est très bien, comme ça facilite pour aller au travail. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir qui c'est qui va garder les enfants, tout ça. Donc moi je trouve que c'est très bien. Est-ce que vous devez quand même vous réorganiser au niveau de votre famille? Oui et non, en fait ça dépend à quelle heure ma compagne ou moi-même commençons à travailler, 6h du matin, 7h, 8h, ça dépend. On a tous les deux des horaires postés, donc ça c'est assez compliqué. Et au niveau du repas ou du périscolaire, comment ça fonctionne? Il faut ramener un casse-croûte nous-mêmes pour la petite, donc bon, c'est pas plus mal. Donc le périscolaire, ils viennent carrément à l'école pour être avec les enfants qui mangent. Donc c'est sympa. Parmi les parents dont les enfants sont accueillis dans les écoles, il y a essentiellement du personnel médical ou paramédical. Intéressons-nous à eux à présent et à leur fiche de paye. Le Ségur de la santé a permis de débloquer 19 milliards d'euros d'investissement dans le système de santé et 8,2 milliards d'euros pour revaloriser les métiers qui s'y rattachent. L'une des mesures concrètes a été l'augmentation de 183 euros net par mois par salarié pour le personnel non médical. Mais comme souvent, il y a la théorie et la pratique. Réaction des principaux concernés dans l'EHPAD de Putelange. Mélanie est aide-soignante dans un EHPAD depuis 10 ans et gagne 1 575 euros net par mois. Depuis le Ségur de la santé, elle bénéficie de 218 euros supplémentaires par mois sur sa fiche de paye. 183 euros d'augmentation liée au Ségur et 35 euros avec la revalorisation de la grille de rémunération. Depuis janvier 2020, elle touche une prime de 100 euros, la prime grand âge, gratifiant son engagement auprès des personnes âgées. Au total, elle reçoit 1 893 euros net par mois. Mais ça, c'est sur le papier. Cette amélioration salariale pour valoriser les agents sur le terrain arrive un peu tard. C'est l'avis de Fatih, aide-soignante depuis 16 ans à l'EHPAD de Putelange. Je parle en mon nom et pas au nom de mes collègues. C'est juste du pipi de chat, quoi, du foutage de gueule pour nous faire taire, quoi. C'est pas ce qu'on demandait, hein. On demande quand même à monter de catégorie pour les soignants, à être respectés. Hein. En tant que soignant, on ne nous respecte pas. Je suis rentrée en tant qu'ASH, on m'a payé ma formation d'aide-soignante. C'est un métier, voilà, quand je suis rentrée, c'était un métier qui me passionnait. Et si je n'étais pas aussi proche de la retraite, je me serais reconvertie. Ici, 54 agents travaillent à temps plein. Parmi les métiers bénéficiaires, il y a les agents administratifs, les agents des services hospitaliers, les agents de cuisine ou encore les infirmières. Nathalie exerce depuis 25 ans, l'an passé en Allemagne et depuis 5 mois à Putelange. Pour elle, les effectifs sont encore loin de coller à la réalité du terrain. On est en demande, c'est vrai que nous tous les postes ne sont pas forcément pourvus, donc c'est pas franchement le reflet de la réalité en ce moment, hein. Il nous manque un temps, hein, donc on fait au mieux avec ce qu'on a. Si on aime son métier, ça passe. Après, ça peut être compliqué certains jours. Car ce sont des métiers difficiles et qui touchent à l'humain. Parmi le personnel, les fonctionnaires et agents contractuels perçoivent cette augmentation salariale. Et puis, il y a les autres, oubliés du Ségur. Alors nous avons des agents de contrat de droit privé, ce qu'on appelle les contrats uniques d'insertion. Ceux-là n'y ont pas droit. Ce ne sont pas des contractuels de droit public, ce sont des contractuels de droit privé. Ce sont des ASH, elles font les mêmes tâches, elles font les mêmes missions, seulement elles n'ont pas droit à ces 183 euros. Dans l'ensemble, les avis sont mitigés. L'augmentation est bienvenue, mais pas suffisante. Il y a forcément beaucoup à faire. Il y a à faire en financier, mais il y a à faire en reconnaissance, il y a à faire par rapport au personnel, la charge de travail, il y a à faire aussi de renfort en personnel, il y a encore beaucoup à faire. Plus que d'être valorisé, le plus important pour ces professionnels est d'accompagner au mieux les résidents. Et même combat pour les EHPAD privés. Après maintes négociations, leur personnel bénéficie maintenant de cette revalorisation salariale. À Sirstal, l'EHPAD emploie 49 personnes qui travaillent auprès de 57 résidents. Tous devaient recevoir 183 euros net supplémentaires chaque mois dès septembre 2020. Mais il y a eu un retard de paiement. Reportage d'Uranie Tozic. En réalité, sur le terrain, ce n'est pas tout à fait le cas. On a eu le premier versement de l'ARS le 26 février 2021, qui équivaut à peu près à une somme de 30 000 euros. Mais en attendant, cette somme n'est absolument pas suffisante pour payer tous les professionnels mensuellement.
Donc c'est l'établissement qui paye ce plan Ségur. Bien sûr, si l'EHPAD avance le reste de la somme, l'ARS remboursera l'intégralité, comme pour les frais supplémentaires liés au Covid. Mais il faut trouver l'argent. De base, les EHPAD privés comme ici sont subventionnés par l'ARS pour l'achat de matériel de soins par exemple, et par le département pour la partie hébergement. Les salaires des infirmières et des aides-soignantes sont également de leur ressort. Le département échelonne aussi la tarification pour les résidents. Difficile alors pour la structure de trouver d'autres moyens. Si systématiquement on est obligé d'avancer continuellement l'argent, il y a un manque à gagner. Parce que tout l'argent qu'on pourrait un petit peu placer pour faire des travaux, pour entreprendre des projets, parce qu'il faut être prévisionnel aussi, hein, on ne peut pas, parce qu'il faut le mettre ailleurs. Donc on jongle continuellement avec les chiffres, les lignes. Mais pour la directrice, la problématique est surtout globale. Il faut repenser les procédures administratives, très lourdes et contraignantes. On ne peut rien faire, on le subit. L'ARS également, d'ailleurs. C'est à un autre niveau, il faudrait revoir tout le système. On passe beaucoup plus de temps sur les ordinateurs, sur les papiers, sur la traçabilité, sur énormément de choses. Et tout ce temps-là est perdu pour nos résidents. Alors dans ces reportages, on vous a parlé d'EHPAD publics et privés. Dans notre arrondissement, seuls 2 EHPAD sont publics, les autres sont privés associatifs. Mais concrètement, ça veut dire quoi? L'une des différences, c'est souvent le prix et la disponibilité. Dans le public, on trouve plus facilement de place, c'est moins cher et les établissements sont entièrement habilités à l'aide sociale à l'hébergement prise en charge par le département. En revanche, la qualité de soins peut être meilleure dans le privé, notamment côté matériel. Quand plusieurs fauteuils identiques sont achetés en série pour les résidents dans un EHPAD public, l'EHPAD privé, lui, fera en fonction des besoins de chacun. On va maintenant s'intéresser à un mal souvent tabou. En France, on estime pourtant que près d'1 personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Si on commence à en parler plus ouvertement, il n'est pas rare qu'on préfère le cacher, le taire. Alors plus fort que les mots, il y a le dessin. Et plus particulièrement une bande dessinée, Le Pape de la médiocrité. C'est le nom d'une BD créée par 2 jeunes. Reportage. La dépression. Difficile d'en parler à voix haute. Alors certains choisissent le dessin comme Jean et Gabriel. Pour aborder cette maladie qui les touche personnellement, ces 2 amis d'enfance ont fait une bande dessinée. Moi, ça fait 10 ans que je souffre de dépression. Je suis suivi depuis 4 ans. C'est se réveiller la nuit en sueur et c'est pas savoir ce qu'on fait là sur Terre. Et c'est très concret et à la fois très abstrait qu'on voit pas, c'est-à-dire la souffrance à l'intérieur, la tristesse et le désarroi. Ma mère a été atteinte de troubles bipolaires et en fait j'ai grandi donc une bonne partie de mon enfance avec ça. Au fil des pages, nous sommes plongés dans une atmosphère sombre où l'on découvre les pensées d'un homme tourmenté. La BD, Le Pape de la médiocrité, a été écrite avant la crise sanitaire. Mais la problématique traitée est d'autant plus d'actualité. Heureusement qu'on en parle de plus en plus, le sujet arrive de plus en plus souvent dans les discussions, dans le débat public. Et c'est notamment le cas, je pense, aux étudiants, entre autres, qui, pour une majeure partie d'entre eux, subissent une vague de tristesse et de dépression. On dit que c'est normal, tout le monde est triste, tout le monde est triste parfois. Sauf que non, il ne faut pas accepter ça, il faut se révolter contre la dépression, contre la tristesse. Alors que Gabriel a travaillé sur la colorisation des planches et l'aspect artistique, Jean s'est chargé de l'écriture et des dessins. Il s'est inspiré de sa propre expérience, mais pas seulement. Et la BD en elle-même, je me suis vraiment inspiré d'un auteur qui s'appelle Moebius, un auteur français, Jean Giraud, qui a écrit une BD qui s'appelle Inside Moebius. C'était vraiment écrit à la force directement, sans filtre. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de faire par mon dessin et par mes textes. Jean et Gabriel préparent actuellement la suite de leur histoire. Comme pour le tome 1, le second volume paraîtra chez Brumer Club, leur propre maison d'édition. La moitié des premiers bénéfices a été reversée à l'association France Dépression afin d'agir par-delà les mots. Un reportage à voir et à revoir comme toutes nos émissions sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous, à bientôt.